Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Et César, après la guerre, a également prouvé au monde entier qu'avec la force militaire comme soutien, un pays pouvait effectivement fonctionner selon sa propre volonté. 35 ans après la destruction de Carthage, Rome a de nouveau porté la guerre en Afrique du Nord. Cette fois, Rome allait se battre contre son bon allié, la Numidie. La guerre éclata en 111 avant JC, mais ses origines remontent à 149 avant JC. Cette année-là, le vieux roi de Numidie, âgé de 89 ans, mourut. Il laissa son royaume à ses 3 fils. L'aîné hérita du trône, tandis que les 2 autres devaient l'assister. Le vieux roi confia également à Scipion Émilien, le jeune, le rôle d'exécuteur testamentaire. La concubine du plus jeune fils donna également naissance à un fils, nommé Jugurtha. Ce jeune prince était intelligent et vif d'esprit. Une fois adulte, il suivit Scipion Émilien en Espagne pour combattre. Scipion Émilien fut très satisfait des performances de Jugurtha et écrivit au roi actuel de Numidie pour le féliciter. Le roi actuel n'était autre que le grand-oncle de Jugurtha. Pour s'attirer les faveurs de Scipion Émilien, le roi adopta Jugurtha comme son propre fils. Or, le roi avait déjà 2 fils biologiques. 14 ans plus tard, sentant sa fin approcher, le roi constata que ses 2 frères cadets étaient déjà décédés avant lui. Il divisa alors le pouvoir royal de Numidie en 3 parts, à transmettre à ses 2 fils biologiques et à son fils adoptif, Jugurtha. Moins d'1 an après la mort du roi, les 3 frères commencèrent à se battre et l'issue fut rapidement décidée. Les 2 fils biologiques de l'ancien roi ne faisaient clairement pas le poids face à Jugurtha, le fils adoptif. L'un fut tué au combat, l'autre s'enfuit à Rome pour demander de l'aide. Cela mit le Sénat romain dans une position très délicate. Autrefois, Scipion Émilien était l'exécuteur testamentaire du roi de Numidie, ce qui lui donnait le droit d'intervenir dans les affaires intérieures du royaume. Mais Scipion Émilien était mort depuis de nombreuses années. Finalement, le Sénat, dans un souci d'équité et de justice, divisa la Numidie en 2. La partie ouest revint au prince venu demander de l'aide et la partie est à Jugurtha. La situation est restée ainsi 5 ans, mais Jugurtha n'a encore pas respecté les règles. Il a envahi le territoire de son frère, acculé, mort au combat. Tous ceux qui se sont opposés à Jugurtha ont été tués, dont de nombreux commerçants italiens. Cette fois, Rome s'est vraiment fâchée. En 111 avec ce JC, la grande armée romaine a débarqué en Afrique du Nord. Voyant cela, Jugurtha s'est immédiatement soumis et a capitulé, car, selon lui, éliminer son frère relevait d'une guerre civile et il n'était pas nécessaire de s'opposer à la grande puissance romaine. Ainsi, après que Jugurtha eut signé les documents de reddition avec Rome, l'armée romaine est rentrée au pays. Mais Jugurtha a commis une nouvelle erreur. Il a envoyé quelqu'un à Rome pour assassiner son cousin et l'assassinat a réussi. Le meurtrier a également été capturé par les Romains. Les Romains détestèrent par-dessus tous les assassins et une nouvelle vague d'opinion publique s'est levée pour réprimer Jugurtha. Cette fois, en Afrique du Nord, des soldats numides armés ont accueilli l'armée romaine et très vite, les troupes romaines se sont retrouvées encerclées par Jugurtha. L'armée romaine était confrontée à 2 choix. Soit tous les soldats mouraient au combat, soit désarmés et retournaient à Rome. Les Romains ont été contraints de choisir de rentrer chez eux humiliés. Jugurtha a commis une nouvelle erreur. Il a piétiné l'orgueil des Romains. Cette fois, Rome a commencé à prendre la guerre contre Jugurtha au sérieux. En 109 avant JC, Rome a envoyé le consul Metellus en Afrique du Nord pour mener la guerre. On peut dire que c'était la meilleure carte dont disposait le Sénat. Le lieutenant de Metellus n'était autre que Caius Marius. Marius est, après les frères Gracques, une autre figure majeure de l'histoire romaine. Dans sa vingtaine, il avait également suivi Scipion Émilien dans ses campagnes militaires. Bien qu'il ait gagné l'estime de Scipion, il était resté relativement discret, car c'était alors l'époque des frères Gracques. Plus tard, Marius épousa une fille de la famille des Julie. Si l'on remonte la généalogie, l'épouse de Marius était la tante de Caius Julius César. Lorsque Marius partit en Afrique du Nord pour réprimer Jugurtha, il avait déjà 48 ans. Son époque était enfin arrivée. Metellus et Marius affrontèrent Jugurtha en Afrique du Nord 2 ans. Bien que les Romains remportèrent la plupart des victoires, il était évident que la guerre s'enlisait. Marius tenta de convaincre Metellus de changer de tactique, mais ce dernier refusa de l'écouter. Furieux, Marius est rentré à Rome pour se présenter lui-même au consulat, un geste qui a suscité les moqueries de Metellus. Marius affichait une détermination sans faille. Il conclut un pacte explicite avec les électeurs, promettant de capturer Jugurtha vivant, de le ramener à Rome pour l'exécuter et de mettre fin rapidement à la guerre contre Jugurtha. L'Assemblée populaire de 108 avec ce JC fut très favorable à Marius. Ces dernières années, les combats acharnés étaient redevenus la norme à Rome. En Macédoine, l'armée dirigée par le consul Caepio fut vaincue par les Thraces. En Europe, l'armée dirigée par le consul Carbo fut également vaincue par les barbares. Mais ce que les Romains toléraient encore moins, c'était la situation en Afrique du Nord. L'armée commandée par le consul n'arrivait même pas à vaincre Jugurtha. L'Assemblée populaire décida donc d'élire un nouveau venu, sans aucun appui politique. Cet homme, c'était Marius. En 107 avant JC, Marius, alors âgé de 50 ans, fut élu consul pour la première fois. Mais personne n'aurait imaginé qu'il resterait en fonction pendant 7 ans, battant ainsi le record de réélection des consuls romains. En 107 avant JC, Caius Marius fut élu consul. L'Assemblée populaire l'avait choisi dans le but de mettre fin à la guerre contre Jugurtha en Afrique du Nord, mais Marius résolut de façon inattendue le grave problème du chômage à Rome. Les frères Gracques avaient tenté de résoudre ce problème par de grandes réformes, mais ils ont fini par heurter les intérêts de trop de monde. Leurs réformes ont échoué, et ils ont été battus à mort.
Marius, quant à lui, a résolu le chômage en recrutant des soldats. Auparavant, Rome pratiquait la conscription, envoyant au combat des citoyens qui avaient un emploi et possédèrent des terres, tandis que les prolétaires pauvres n'étaient pas tenus de servir dans l'armée. Mais comme Rome était constamment en guerre, surtout pendant les guerres puniques, la demande en soldats ne cessait d'augmenter, si bien que Rome a continuellement abaissé les critères pour recruter les prolétaires. Les citoyens auparavant prolétaires ont été promus et ont dû servir dans l'armée. Après plusieurs années de guerre, ils sont rentrés chez eux pour découvrir qu'ils avaient perdu leur travail et que leurs terres étaient en friche, devenant ainsi des prolétaires encore plus pauvres. Cela a conduit à une augmentation constante du nombre de prolétaires à Rome, à une baisse du moral des troupes et à une chute rapide de leur efficacité au combat. Marius, quant à lui, a innové en recrutant une armée qui lui appartenait personnellement. Il a transformé le système de conscription en un système de recrutement volontaire, permettant ainsi aux citoyens ayant un emploi ou des terres de rester chez eux, tandis que les prolétaires devenaient des soldats professionnels en s'engageant dans l'armée. Les dépenses que l'État devait auparavant consacrer aux soldats sont ainsi devenues le salaire des volontaires. Bien que le salaire fût faible, ces prolétaires préféraient s'engager dans l'armée avec dignité, plutôt que d'acheter du blé à bas prix auprès du gouvernement. Cela a également permis d'améliorer la puissance globale de l'armée. Marius a aussi modifié la structure organisationnelle de la Légion. Auparavant, chaque consul commandait au maximum 2 légions, leur effectif total ne dépassant pas 20 000 hommes. Après la réforme de Marius, il n'y avait plus de limite au nombre de légions qu'un commandant en chef pouvait diriger, chaque légion étant fixée à 6 000 hommes. Avec l'instauration du système de recrutement volontaire, tout le monde recevait le même salaire. Ainsi, citoyens romains et soldats des alliés étaient désormais intégrés dans les mêmes unités. Auparavant, les officiers supérieurs des légions étaient élus par l'Assemblée des citoyens, mais désormais, ils étaient directement nommés par le commandant en chef. Marius a également unifié les étendards de l'armée. C'est à partir de ce moment-là que l'aigle, que l'on voit souvent dans les films, est devenu le symbole de Rome. La réforme militaire de Marius a été un grand succès. Il n'a porté atteinte aux intérêts de personne, si bien qu'il a bénéficié du soutien aussi bien du Sénat et des riches que de l'Assemblée des citoyens et des pauvres. Même si Marius n'a pas réussi à éliminer Jugurtha la première année, il n'a essuyé aucun reproche lors de l'Assemblée des citoyens. De plus, Marius a de nouveau été élu consul pour l'année suivante. Bien que Marius n'ait pas réussi à capturer Jugurtha vivant, l'armée romaine avait déjà contrôlé la moitié du territoire de la Numidie dès la première année. Ainsi, la deuxième année, c'est-à-dire en 106 avant JC, Marius eut un nouvel allié de poids. Cet homme n'était autre que Lucius Cornelius Sylla. Sylla, qui succéda à Marius et devint le prochain protagoniste de l'histoire romaine, n'avait que 32 ans lorsqu'il se rendit en Afrique du Nord pour aider Marius. Si Jugurtha a pu continuer à tenir tête aux armées romaines, c'est grâce à l'aide du roi de Maurétanie. Jugurtha était le beau-père du roi de Maurétanie, et la mission de Sylla consistait justement à convaincre ce roi, par la diplomatie, d'abandonner Jugurtha. Finalement, grâce à la diplomatie de Sylla et à la force militaire de Marius, le roi de Maurétanie accepta de trahir son propre beau-père. Sylla persuada le roi de Maurétanie d'organiser un banquet pour piéger Jugurtha. Ainsi, sans livrer combat, Jugurtha fut capturé, mais tout le mérite en revint à Marius. Alors que Marius était encore en Afrique du Nord, il fut élu consul pour l'année suivante, en 104 avant JC, car les tribus barbares du Nord s'approchaient des Alpes. C'est à ce moment-là qu'une personne comme Marius était nécessaire. Le destin semblait sourire à Marius. Les tribus barbares du Nord ne se dirigèrent pas vers l'Italie, mais se tournèrent vers l'Ouest en attaquant l'Espagne, ce qui laissa à Marius du temps pour se préparer. En 103 avant JC, Marius mena son armée à travers les Alpes, mais les Germains qui descendèrent vers le sud ne prirent pas l'Italie pour cible. Craignant que ses soldats ne s'ennuient, Marius leur ordonna de creuser un canal près de l'embouchure du Rhône. Ce canal fut plus tard connu sous le nom de canal de Marius. Dès lors, une nouvelle tradition se forma à Rome. Lorsque les soldats avaient établi leur campement et qu'il n'y avait pas de combat, ils se consacraient à des travaux de génie civil. En un clin d'œil, nous sommes en 102 avant JC, et Marius est de nouveau élu consul, pour la 4e fois déjà. C'est justement cette année-là que les tribus barbares recommencèrent à s'agiter. Les Germains, qui se remirent en mouvement, comptaient à eux seuls 300 000 hommes aptes au combat. En apprenant cette nouvelle, Marius fut pris de panique. En 102 avant JC, plus de 300 000 Germains déferlèrent sur Rome comme une nuée. Ils étaient divisés en 3 tribus. Les Teutons envahirent par la côte ouest, les Cimbres franchirent les Alpes et attaquèrent par le nord, tandis que les Tigurins arrivèrent de l'est. La même année, la Chine fut également troublée par les tribus barbares du nord. L'empereur Han Wudi était occupé à construire la Grande Muraille pour repousser les Xiongnu. Rome et la Chine faisaient face aux mêmes difficultés à la même époque, mais leurs destins furent radicalement différents. L'invasion des Germains différait de celle des anciens barbares chinois. Ces derniers pillaient des ressources avant de repartir chez eux, tandis que l'invasion germanique fut appelée la Grande Migration. Lorsqu'ils n'avaient plus de nourriture, ils emmenaient femmes et enfants, prenaient toutes leurs affaires et migraient vers des régions plus prospères. En y regardant de plus près, l'Italie apparaissait comme le meilleur choix. Pour faire face à cette invasion, Rome divisa ses forces en 2. Le consul Marius fut chargé de repousser les Teutons à l'ouest, tandis que l'autre consul, Catulus, devait affronter les Cimbres au nord. Quant aux Tigurins à l'est, leur éloignement permettait de les ignorer pour l'instant. Marius mena plus de 20 000 hommes à la rencontre des Teutons, fortes de plus de 100 000 personnes, sur les rives du Rhône.
Cependant, Marius n'alla pas à la rencontre de l'ennemi. Voyant que l'armée romaine restait terrée dans son camp, les Germains décidèrent de ne pas attaquer et poursuivirent leur route. Ils se moquaient en disant qu'une fois arrivés à Rome, ils transmettraient les salutations des soldats à leurs familles. Lorsque la longue colonne barbare était sur le point de disparaître, Marius donna l'ordre à l'armée d'attaquer. Les barbares voyagèrent déjà avec femmes et enfants. L'arrière-garde n'était qu'une bande disparate. Sous l'attaque féroce de l'armée romaine, ils sombrèrent dans le chaos. Plus de 100 000 Germains furent entièrement anéantis. Mais la situation au nord était loin d'être aussi réjouissante. Catulus comptait mener 20 000 soldats romains pour affronter de front les barbares du nord. Résultat, avant la bataille, les soldats romains furent effrayés par la taille des barbares. Le consul Catulus a dû déployer des efforts surhumains pour stabiliser l'armée romaine, ce qui lui a permis de se replier. Mais ces 100 000 barbares sont tout de même entrés en Italie. Marius décida de ne pas retourner à Rome pour célébrer son triomphe, mais de rejoindre Catulus afin de régler d'abord le problème de ces 100 000 barbares. Bien que Marie ne soit pas retournée à Rome, l'Assemblée des citoyens l'a tout de même élu consul en 101 AVBJC, ce qui était son 5e mandat consécutif. Au printemps de l'an 101 avant JC, l'armée romaine affronta les Germains descendant du nord dans une bataille décisive. Le résultat fut une victoire écrasante pour Rome. 120 000 Germains périrent, y compris les femmes qui préférèrent se suicider plutôt que de se rendre, et 60 000 furent faits prisonniers. Les barbares qui prévoyaient d'envahir par l'est en apprenant cette nouvelle prirent peur et se replièrent vers le nord de l'Europe. Rome a réussi à survivre à la crise barbare, tout cela grâce aux réformes de Marie. Après les réformes de Marius, l'armée romaine, qu'il s'agisse des cohortes ou des petites unités, évoluait sur le champ de bataille comme sur un échiquier, frappant là où le commandant l'ordonnait, livrant des combats brillants et impressionnants. Quant aux barbares, bien qu'ils aient eu l'avantage du nombre, ils combattaient sans organisation, subissant donc les attaques. Après que Marius ait vaincu les barbares, sa vie a commencé à décliner. En 144 avec JC, Marie fut à nouveau élue consul pour la 6e fois. Bien que Marie fût une excellente générale, elle manquait cruellement de connaissances politiques. Autrefois, les citoyens romains retournaient chez eux cultiver la terre après la guerre, mais les soldats de Marius étaient des prolétaires, et après les combats, ils n'avaient nulle part où aller. Toute la gloire de Marius lui avait été apportée par ses soldats, c'est pourquoi il ressentait une très forte responsabilité quant à la manière de les réinstaller convenablement. En conséquence, le cerveau de Marie était contrôlé par Lucius, le tribun de l'époque. À l'époque de la République romaine, l'Assemblée des citoyens, le Sénat et les consuls se contrôlaient mutuellement, mais désormais, avec l'alliance entre le tribun de la plèbe et le consul, cet équilibre fut rompu. Lucius était une personne extrêmement radicale. Il a optimisé la loi sur le blé des frères Gracques. Les frères Gracques avaient proposé que le gouvernement achète le blé au prix du marché, puis le revende à bas prix aux prolétaires. Mais Lucius a encore abaissé ce prix de vente, si bien qu'à présent, c'était quasiment offert gratuitement aux prolétaires. Lucius a également suggéré de fonder des villes coloniales hors de la péninsule italienne, permettant aux prolétaires de recevoir une somme d'argent du gouvernement pour recommencer, puis d'émigrer dans ces villes, avec priorité aux anciens soldats de Marius. Le Sénat s'est opposé à ces propositions, invoquant le manque de ressources financières de l'État, ce qui était le cas. À l'époque, les frères Gracques, lorsqu'ils prônaient la création de villes coloniales, avaient au moins prévu d'où viendraient les fonds nécessaires. Mais Lucius n'a même pas réussi à planifier le financement. Mais Lucius avait le soutien de Marie et des citoyens qui la soutenaient. Donc ses exigences devinrent de plus en plus excessive. Il est même allé jusqu'à proposer une loi stipulant que toute loi adoptée par l'Assemblée du peuple devait être entièrement approuvée par le Sénat, et que les sénateurs devaient prêter serment de respecter cette loi, sous peine de perdre leur siège s'ils refusaient de prêter serment. Le Sénat, bien entendu, a adopté une attitude ferme pour s'opposer à Lucius. Lorsque le Sénat et le tribun de la plèbe entraient en conflit, seuls les consuls pouvaient jouer le rôle d'arbitre. Lucius demanda à Marie de prêter serment en premier, et Marie prêta serment avec beaucoup d'embarras. Le consul étant la plus haute fonction du Sénat, les autres sénateurs prêtèrent également serment à la suite de Marius, bien qu'ils y aient été très réticents. Ainsi, Marius perdit la confiance du Sénat. Lucius, grisé par le fait d'avoir écrasé le Sénat, envisagea de briguer un nouveau mandat de tribun de la plèbe et fit donc assassiner son rival. Cette fois, le Sénat avait enfin une raison valable de s'en prendre à Lucius. Le consul Marius reçut l'ordre, au nom de la justice, d'éliminer Lucius. Lucius et ses partisans se sont rebellés. Parmi les rebelles se trouvaient également des partisans de Marius, c'est-à-dire des pauvres et d'anciens soldats de Marius. Bien que Marius ait réprimé les émeutiers menés par Lucius, il perdit en même temps la confiance de la grande majorité du peuple. Ainsi, après 5 années de gloire, Marius se retrouva complètement isolé. Le Sénat le détestait et le peuple était extrêmement déçu par lui. Marius, n'ayant plus la face pour affronter qui que ce soit, s'enfuit alors en Grèce. C'est cette même année qu'un garçon naquit dans la famille maternelle de l'épouse de Marius. L'historien Mommsen a salué ce nourrisson comme le seul véritable génie jamais né à Rome. Ce nouveau-né s'appelait Gaius Julius César.
Jamais les Romains n'auraient pu imaginer qu'en 91 avant J-C, l'alliance romaine, qui avait duré 250 ans, finirait par se dissoudre. Les anciens alliés se sont soulevés ensemble contre Rome, plongeant toute la péninsule italienne dans le chaos et la guerre civile. 130 ans plus tôt, lors de la deuxième guerre punique, Hannibal avait juré avec solennité de faire éclater l'alliance romaine. Ainsi, même si Hannibal avait infligé de lourdes défaites à Rome sur la péninsule italienne, il n'avait pas réussi à pousser ses alliés à abandonner Rome. Mais aujourd'hui, pourquoi ces alliés, autrefois si étroitement liés à Rome, se sont-ils soudainement rebellés contre leur suzerain? En réalité, après le retrait de Marius vers la péninsule grecque, Rome a connu 8 années de stabilité apparente, mais sous cette surface paisible, de fortes tensions couvaient. En effet, le nombre de pauvres en ville ne cessait d'augmenter. Ces prolétaires, sans argent, sans logement, sans emploi ni terre, n'avaient d'autre choix que de troubler l'ordre public. Les politiques de réforme destinées à la population au chômage avaient d'ailleurs toutes été mises de côté par le Sénat. Finalement, en 91 avant J-C, un nouveau tribun de la plèbe courageux fit son apparition, car tous ceux qui avaient tenté de mener des réformes avant lui avaient été assassinés. Sans surprise, ce tribun allait aussi connaître un sort funeste. Auparavant, les frères Gracques avaient proposé d'accorder la citoyenneté romaine à ceux qui possédaient déjà la citoyenneté latine, puis la citoyenneté latine à tous ceux vivant sur la péninsule italienne, sauf les citoyens romains et latins. La citoyenneté latine, c'est-à-dire que, mis à part le droit de vote, tous les autres droits étaient identiques à ceux des citoyens romains. Même avec cette approche indirecte, les frères Gracques n'avaient pas réussi à faire adopter leur politique. Cependant, ce nouveau tribun de la plèbe nommé Marcus voulait aller droit au but et accorder directement la citoyenneté romaine à tous ceux qui vivaient en Italie. En réalité, l'approche de Marcus était juste, car autrefois, quand Rome repoussait des ennemis extérieurs, les citoyens romains formaient la force principale, tandis que les soldats alliés n'étaient qu'un soutien. Les efforts et risques des deux groupes n'étaient donc pas équitables. Toutes les récompenses obtenues revenaient à Rome. Mais à mesure que les victoires s'enchaînaient, Rome est progressivement devenue une puissance hégémonique. En tant que citoyen romain, on pouvait profiter de plus en plus d'avantages, tandis que les alliés restaient aussi pauvres qu'avant. Maintenant, Marcus voulait que tous les habitants de la péninsule italienne puissent bénéficier des mêmes droits que les Romains, ce qui signifiait que les avantages devaient être partagés, et naturellement, les citoyens romains n'étaient pas d'accord. Finalement, lors de l'assemblée populaire, le tribun de la plèbe Marcus a lui aussi eu un accident. Il a été tué sur place par un opposant. À ce moment-là, les alliés de Rome ont complètement perdu espoir d'obtenir la citoyenneté romaine. Les différentes tribus ont commencé à conspirer en secret, tandis que Rome, satisfaite d'avoir étouffé l'ouverture de la citoyenneté dans l'œuf, ne prêtait aucune attention à ces manœuvres de ses alliés. À la fin de l'an 91 avant J-C, la célèbre guerre des Alliés éclata dans l'histoire de Rome. Les régions les plus pauvres de la Confédération romaine ont participé à la révolte, et les 8 tribus insurgées ont même fondé un nouvel État qu'elles ont nommé Italie. Elles ont également instauré des institutions et des postes politiques tels qu'une assemblée populaire, un sénat, des consuls et des préteurs. Pour commémorer la fondation de l'Italie, ils ont frappé des pièces d'or. Ils ont également frappé une pièce commémorative, sur laquelle figuraient 8 guerriers croisant leurs épées. Ainsi, la guerre entre l'Italie et Rome a commencé. Les anciens alliés sont devenus des ennemis aujourd'hui. Rome a déployé un campement avec une formation extrêmement prestigieuse. Le commandant en chef du front sud était l'oncle de César, qui occupait alors la fonction de consul. Le commandant en chef du front nord était l'autre consul, Lupus. Et les légats sous les ordres des deux consuls étaient encore plus impressionnants. Marius, âgé de 67 ans et déjà retiré, a de nouveau revêtu l'armure. Il y avait aussi le père de Pompée, ainsi que Sylla, âgé de 48 ans, et Crassus, qui n'avait que 24 ans, et qui plus tard deviendrait l'un des 3 grands de Rome, aux côtés de Pompée et César. Du côté italien, la composition des forces était tout aussi prestigieuse, car de nombreux membres du Sénat étaient également issus des Alliés. Cette fois, ils ont choisi de soutenir leur terre natale. Comme les deux camps se connaissaient trop bien, la deuxième année de la guerre a vu les Italiens prendre l'avantage durant la première moitié de l'année, puis les Romains dominer durant la seconde moitié. Le commandant en chef du front nord romain, le consul Lupus, est tombé au combat, et 2 légats ont également péri dans le secteur sud. Les pertes du côté italien furent également énormes. Au cours de cette guerre, le Romain qui s'est le plus distingué fut Sylla. Aucun général italien n'a pu rivaliser avec lui. Quant à Marius, son style de commandement est devenu beaucoup plus prudent. Profitant encore de l'aura de ses exploits passés, il n'a certes pas remporté de victoire décisive, mais il n'a pas non plus subi de défaite. Très vite, l'hiver de l'an 90 avant J-C arriva, et les deux camps entrèrent dans une période de trêve. L'oncle de César, alors consul, retourna à Rome et présenta devant l'Assemblée du peuple une loi connue sous le nom de Lex Julia sur la citoyenneté, qui visait à accorder la citoyenneté romaine à tous les alliés de Rome. Après une année de guerre brutale, les citoyens romains étaient redevenus lucides. Il n'y eut ni assassinat, ni cri de colère, et la loi fut adoptée sans encombre. La guerre des alliés s'apaisa rapidement, et tous les habitants de la péninsule italienne devinrent une seule et même famille. Rome passa ainsi du statut de cité-État à celui d'État-monde. Mais contre toute attente, ce sont précisément ces nouveaux citoyens qui plongèrent à nouveau Rome dans une période de sang et de violence. Et cette fois, le protagoniste n'était autre que Sylla. Lucius Cornelius Sylla fut le premier général romain à prendre d'assaut sa propre capitale, et également le premier dictateur à vie de l'histoire de Rome. Il fut le pionnier de la dictature militaire à Rome.
L'ascension de Sylla débuta avec la guerre des Alliés. Alors que les Romains se livraient à des combats acharnés chez eux, les nations d'Asie ne se contentaient pas d'observer le spectacle. Parmi eux, le roi du Pont, situé en Asie mineure, avait déjà commencé à agir. Mithridate VI, roi du Pont, était un souverain à la fois ambitieux et compétent. En 91 avant J.C., la guerre des Alliés éclata à Rome. Mithridate voulut profiter de la guerre civile romaine pour créer son propre empire. Il mena alors une armée de 300 000 cavaliers, selon la légende, pour ravager la Bithynie, puis envahir les territoires de Pergame. À cette époque, Pergame était déjà devenue une province romaine. Mithridate défiait ainsi ouvertement Rome. La guerre des Alliés s'est terminée prématurément, en partie à cause de l'invasion de Mithridate. La guerre des Alliés prit fin en 89 avant J.C. Sulla, qui s'était illustré pendant le conflit, fut élu consul pour l'année 88 avant J.C. et reçut le commandement militaire pour aller en Asie mineure écraser Mithridate. À 50 ans, Sulla allait enfin sortir de l'ombre. Il recruta activement sa propre armée dans la région de Campanie. Cependant, le vieux général Marius, âgé de 67 ans, nourrissait lui aussi l'ambition de partir en campagne vers l'Est, ce qui déclencha un conflit entre les deux hommes. À cette époque, l'oncle de César avait promulgué la loi Julia sur la citoyenneté, accordant à tous les habitants de l'Italie le statut de citoyen romain. Le nombre de nouveaux citoyens dépassait largement celui des anciens, si bien que ces derniers voulaient limiter le droit de vote des nouveaux citoyens. Ainsi, un conflit a éclaté entre les deux factions du peuple, et Sylla, qui assistait à la réunion, a également été entraîné dans la mêlée. Sylla n'a dû son salut qu'en se réfugiant chez Marius. Ce que Sylla ne pouvait surtout pas tolérer, c'est qu'en raison de la réforme du système électoral, son commandement militaire pour l'expédition à l'Est lui a également été retiré, pour être confié à Marius, le chef du parti populaire. Après avoir fui Rome, Sylla retourna au camp où il était en train de rassembler une armée. Il déclara à tous ses soldats: « L'honneur de votre commandant en chef a été bafoué. Maintenant je vais retourner à Rome par la force. » La plupart de ces soldats étaient des vétérans qui avaient combattu aux côtés de Sylla lors de la guerre sociale. Ils déclarèrent donc d'une seule voix qu'ils aideraient leur chef à restaurer son honneur. Ainsi, Sylla retourna à Rome à la tête de 35 000 soldats. Le camp de Marius, qui se trouvait à Rome, n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, qu'un consul mènerait une armée contre la capitale de son propre pays. Il n'était donc absolument pas préparé. Et après seulement quelques heures de combat de faible intensité, Sylla prit complètement le contrôle de la capitale romaine. Marius s'est enfui en Étrurie, et le tribun de la plèbe qui s'était allié à lui a été capturé puis exécuté. Sylla a même exposé la tête de ce tribun sur la tribune aux harangues pour l'exemple. Sylla devint ainsi le premier Romain à s'emparer de Rome par la force des armes. Sylla appartenait au camp du Sénat et de l'aristocratie. Après avoir pris le contrôle de Rome, il proposa immédiatement sa propre loi. Aucun décret adopté par l'Assemblée du peuple ne pourrait être appliqué sans l'approbation du Sénat. Sylla força également l'Assemblée du peuple à déclarer la faction populaire menée par Marius comme ennemi de l'État, ce qui relança la traque contre Marius, qui s'était réfugié en Étrurie. La fuite de Marius fut marquée par la misère et l'humiliation, mais Sylla n'alla pas plus loin dans ses actions. Les consuls élus pour l'année 87 avant J.A.C. furent Octavius et Cinna. Octavius ne représentait aucune menace pour Sylla, tandis que Cinna, bien qu'il ne fît pas partie du camp de Marius, semblait néanmoins difficile à gérer. C'est précisément à ce moment-là que la situation militaire à l'Est devint critique. Mithridate, roi du Pont, pensa que Rome, bien qu'ayant terminé la guerre sociale, n'avait toujours pas les moyens de s'occuper de lui. Ainsi, après avoir occupé le territoire de Pergame, il tua de nombreux Romains et Italiens vivant sur place, sous prétexte de sacrifices sanglants. Si l'on en croit les récits anciens, le nombre de victimes aurait atteint 80 000 personnes. Mithridate brandit également la bannière de la libération du peuple grec du joug tyrannique de Rome. À cette époque, bien qu'Athènes fût déjà déchue, son influence sur le plan spirituel et culturel restait puissante. Athènes demeurait toujours le symbole de la Grèce. Mithridate a d'abord convaincu un philosophe athénien qui, à son tour, a commencé à inciter la population. Ainsi, les citoyens d'Athènes ont décidé de brandir la bannière de la révolte contre Rome. Sous la direction d'Athènes, l'élan anti-romain s'est intensifié dans toute la Grèce. Sulla était quelqu'un qui savait établir des priorités, aussi n'eut-il pas le temps de réorganiser complètement la situation politique à Rome avant d'être contraint de partir en campagne militaire. Avant de partir, Sulla convoqua le consul Cinna au temple de Jupiter sur le Capitole. Jupiter correspond en effet à Zeus dans la mythologie grecque. Sulla fit jurer à Cinna, devant Jupiter, de respecter strictement les lois qu'il avait lui-même proposées. Ensuite, Sulla mena ses 35 000 soldats romains en direction de la Grèce. Le plan de Sulla était d'abord de s'occuper d'Athènes, puis d'aller en Asie mineure pour régler le cas de Mithridate. Mais à peine Sulla arriva-t-il en Grèce que Cinna se retourna contre lui. En 87 avant J.C., le consul Cinna convoqua l'assemblée du peuple afin de réhabiliter le camp de Marius. L'autre consul, Octavius, s'y opposa. Cela provoqua un nouveau conflit majeur entre les deux factions. Cinna fut vaincu lors des affrontements et prit la fuite. Ayant appris le changement de situation à Rome, Marius revint à Rome à la tête de 6 000 soldats. Cette fois, le camp de Marius et de Cinna prit le contrôle de Rome. À 70 ans, Marius, se souvenant des humiliations récentes, entama une vengeance effrénée. Rome redevint une ville de massacre. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.